Bienvenue à tous pour cet nouvel épisode des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, nous vous proposons deux chroniques qui ont, d'après nous, un objet d'intérêt pour l'entrepreneur. Et pour ma part, je vous emmène maintenant vers, vous l'avez deviné, un sujet qui est relié à celui de Marine par cette notion de bureaucratisation. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette chronique? On va voir que la bureaucratisation vous menace parce que on essaiera de regarder d'abord ce que c'est, puis, une fois qu'on a compris ce que c'est, comment est-ce qu'on la repère dans nos organisations, et ça peut vous aider. On essaiera de voir ses conséquences sur votre organisation, et enfin, on verra comment lutter parce que, vous l'avez deviné, pas plus que Henri Spira, dont Marie vous a parlé dans la chronique précédente, nous sommes des grands fans de la bureaucratisation. Alors, une petite citation de de Kafka. Chaque révolution s'évapore en laissant seulement derrière elle le dépôt d'une nouvelle bureaucratie. Et donc, cette idée, c'est aussi à chaque plan de managérial, de chaque plan de transformation, on peut remplacer révolution par plan de transformation et on voit que à chaque plan de transformation dans l'entreprise, on pourrait imaginer qu'elle laisse une nouvelle couche de bureaucratie. C'est possible. Allons voir un petit peu ce que c'est et pourquoi. Alors, d'abord, la bureaucratisation, c'est un mot complexe, mais on peut le définir par l'élément suivant, c'est un processus par lequel les organisations évoluent vers des structures hiérarchiques rigides, qui sont régies par des règles. Et ça survient essentiellement quand l'organisation perd sa finalité. On constate, pour le dire avec d'autres mots, une substitution des moyens aux fins. On remplace les faiseurs par les décideurs. Et donc, vous allez voir que c'est une question de proportion, c'est une question de priorité. Je vous donne un exemple. Imaginons un service commercial dans une entreprise dans lequel le directeur commercial passe plus de temps à analyser les tableaux de bord, euh, la lead generation, le rapport entre le nombre de propositions et le nombre d'affaires conclues, et où ça devient le principal de sa tâche, au lieu de chercher avec ses équipes quelles sont les actions clés à mener concrètement, dossier par dossier. On se concentre vers le reporting parce que, bien entendu, ce reporting, il est confortable, il permet d'avoir une forme de vision de la réalité sans se confronter à la réalité elle-même. Et on fait reporter ensuite sur les gens au contact des clients, eh bien, la solution en les laissant se débrouiller. Donc, si ça vous parle, si vous avez déjà été témoin de ça, si peut-être dans votre entreprise, vous êtes en train de vivre quelque chose de ce type, eh bien, c'est un bon exemple de bureaucratisation. Alors, comment est-ce qu'on la repère? C'est facile. D'abord, on peut faire un ratio. Quel est le pourcentage de membres de l'organisation qui sont en contact avec un utilisateur final au moins une fois par semaine? Et là, vous voyez, vous pourriez mettre dans l'organigramme des petites vignettes ou des petites gommettes rouges et vous allez voir que finalement, vous en avez assez peu qui parlent à l'utilisateur final, qu'on peut appeler le client ou l'usager selon la forme de l'entreprise, au moins une fois par semaine. Il n'y a pas grand monde. Deuxième indice, combien de temps s'écoule entre le moment où on prend une décision et le moment où elle est appliquée? Et quand vous discutez avec des gens qui dirigent les entreprises, souvent ils sont incroyablement frustrés parce que on a décidé de la mise en œuvre d'un plan d'action, mais quand est-ce que concrètement ça se met en œuvre? Eh ben, ça prend un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, parfois plus, pour qu'une décision soit appliquée. Ça, c'est un indice. Il y a un taux
de décideurs plus importants que de faiseurs ou doers dans votre organisation. Alors, on a d'autres symptômes qui sont plus ennuyeux, même si ceux-là ne sont pas extrêmement favorables, les deux premiers. C'est quand on doit prendre une décision défavorable à l'entreprise ou au client, mais on la prend parce qu'il faut respecter un process ou une règle interne. Par exemple, on doit livrer une pièce de rechange à un client qui est dans une situation critique, mais il faut d'abord qu'on ait obtenu le numéro de commande SAP du client pour pouvoir l'intégrer sur le bon de livraison et la facture, parce que si on ne le fait pas, on ne sera jamais payé. On peut comprendre parfaitement l'entreprise qui dit, écoute, tant que je n'ai pas le numéro de la commande, je ne peux pas l'expédier. Et bien sûr, personne ne veut envoyer une pièce de rechange à une entreprise et ne pas être payé. Mais là, on est avec deux bureaucraties qui se parlent. Ah oui, mais pour obtenir votre numéro de commande, il faut remettre à jour votre dossier fournisseur parce que vous n'avez pas rempli telle et telle partie. Pendant ce temps-là, sur le terrain, il y a un gars qui attend sa pièce de rechange. Et puis, parfois, on met un collaborateur dans l'impossibilité de décider parce qu'on va avoir une telle culture du respect du processus ou de la règle que les gens vont même commencer à l'interpréter, cette règle, en disant, oula oui, mais si on la regarde de cette façon-là, à ce moment-là, ça serait quand même pas raisonnable de prendre cette décision, alors que la règle n'interdit rien. Et finalement, le comportement de vos collaborateurs se met à changer parce qu'ils ont vu peut-être un de leurs collègues écoutez, se faire réprimander parce qu'il avait pris une décision sans réfléchir que l'interprétation de la règle ou du processus ne lui permettait pas de la prendre. Là, on est à peu près sûr que la prochaine fois, personne ne va décider. Vous voyez tous ces effets euh, négatifs qui permettent donc de repérer la bureaucratie. Alors, ça a des conséquences, et des conséquences assez graves. La première, c'est que, évidemment, les collaborateurs ne sont plus que des garants du process et il n'y a plus de sens. Et donc, c'est extrêmement démotivant. Et donc, il y a une détérioration de l'engagement des collaborateurs, puisqu'on leur demande finalement d'être plus euh, gardiens de comment on va faire, de ce que on va faire précisément. Deuxième conséquence, les mécanismes de contrôle et de reporting deviennent lourds. Et donc, ça limite l'action et la réactivité. Discuter avec les gens du middle management de grandes organisations, vous vous apercevez qu'ils passent plus de temps à faire du reporting et moins de temps à faire en sorte que les projets avancent. Ça, c'est le moment où la bureaucratie a pris le contrôle et où, finalement, on a privilégié le fait de savoir ce qu'on fait plutôt que de faire. L'accent qui est mis sur le respect des procédures crée des tâches nouvelles qui ne contribuent pas à l'impact ou au résultat, mais qui deviennent la vraie mission de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise. La vraie mission de cette partie d'entreprise, c'est de respecter les procédures, de faire les tâches de respect. Je ne dis pas que ce n'est pas utile d'avoir des process, bien sûr. Ce que je dis, c'est que attention à ce que ça reste au service de l'action. Et enfin, peut-être le pire, c'est que à ce moment-là, vos collaborateurs se sentent remplaçables. Donc, euh, pourquoi est-ce que je me donnerais le meilleur de moi-même? Euh, Pourquoi est-ce que je devrais avoir des idées et faire des propositions pour améliorer les choses si de toute façon la seule chose qui compte, c'est la conformité? Eh bien, si je me conforme, je me conforme. Et donc, vous allez voir apparaître dans vos équipes des gens qui sont plus intéressés à être conformes à ce qu'on attend d'eux. Et donc, après, ça donne des turnovers réguliers, particulièrement chez les jeunes collaborateurs qui sont pleins d'énergie. J'étais hier lors d'un déjeuner à côté d'une table de deux jeunes consultants de SN différentes, mais qui visiblement avaient été collègues et amis.
Et c'était une litanie d'exemples d'actions qui ne servent à rien du tout et de chefs, de managers qui prennent les lauriers pour eux quand on est conforme aux attentes, sans véritablement s'inquiéter de la réalité, des progrès ou de l'avancement du projet pour les clients. Je vous ai rajouté un petit proverbe administratif que j'aime beaucoup. Il vaut mieux le bruit sec d'un parapluie qui s'ouvre que le bruit sourd d'une carrière qui se brise. Alors, ça m'a été raconté un jour par un haut fonctionnaire français en me disant, mais, tu sais, ça explique pourquoi on ne décide pas. Décider, c'est risqué, quelqu'un pourra te le reprocher. Expliquer que c'est compliqué, qu'il ne faut pas décider, c'est beaucoup moins dangereux. Et donc, à la fin, c'est ton successeur qui héritera de la patate chaude, et s'il se débrouille bien, c'est encore son successeur qui ne résoudra pas le problème. Donc, vous voyez comment cette façon de voir le monde, cette façon de faire, je ne dis pas qu'elle est répandue et elle est prédominante, mais qu'elle peut exister, y compris dans votre propre entreprise. Ouh là là, c'est trop compliqué. Quand je vais arriver avec ma solution, on va me dire que c'est pas possible et on vient juste de dire non à la même initiative proposée par quelqu'un d'autre, mais dans l'autre cas, c'était idiot. Dans mon cas, c'est la bonne réponse, mais c'est pas grave. Donc, du coup, on va me dire non, donc du coup, je vais pas y aller. Et du coup, le problème, bah, je vais le mettre sous le tapis. Alors, comment est-ce qu'on lutte contre cette bureaucratie qui grandit? Eh bien, d'abord, on adopte des méthodes agiles. On fait collaborer les faiseurs, les doers et les décideurs, de façon à ce que le décideur ne soit pas éloigné du processus de réflexion et d'action. Donc, on mélange les gens qui vont avoir à décider de la conformité et les gens qui ont besoin de la solution, par exemple. On redéfinit les indicateurs de performance. Ça, c'est le rôle du management. C'est votre rôle en tant qu'entrepreneur de dire qu'est-ce que je mesure. Donc, on se concentre sur les métriques qui ont réellement de l'impact, plutôt que le simple achèvement de tâches. Chef, j'ai bouclé mon dossier, je l'ai passé à la personne plus loin dans le processus. Super, mais concrètement, qu'est-ce qu'on mesure? Le nombre de ballons que tu as passés, c'est certainement important que se passent bien les ballons, mais le nombre de buts qu'on marque ou d'essais qu'on marque, c'est intéressant aussi d'avoir des métriques qui mènent non, plutôt à l'objectif que des métriques qui mènent au process. Il faut bien sûr encourager l'expérimentation. C'est une question de culture. Les erreurs doivent être perçues comme des opportunités d'apprentissage qui permettent à vos équipes de tester et d'ajuster leurs approches directement. Si on blâme toute personne qui échoue, bientôt vous n'aurez plus personne qui essaye. Et puis, maintenez un contact régulier, personnel, avec les utilisateurs finaux. Assurez-vous que les retours des utilisateurs sont bien intégrés dans le processus décisionnel afin d'aligner les actions sur les besoins réels. Je crois que c'est chez Amazon qu'il y a toujours une chaise vide dans une réunion et cette chaise vide, elle représente le client. Et donc quand on fait le tour de table, on fait parler le client. On s'interroge, on dit, tiens, qu'est-ce que le client en penserait? De façon à être moins centré sur nous-mêmes et plus centré sur, finalement, la contrepartie, la personne qu'on cherche à satisfaire, le problème qu'on cherche à résoudre. En conclusion, toutes les organisations sont menacées par la bureaucratisation, y compris les entreprises, et y compris les entreprises entrepreneuriales. Il y a toujours une bonne raison pour mettre en place de la compliance et du reporting. Je ne dis pas sur le fond que c'est inutile ou mauvais d'avoir du reporting ou de la compliance. Ça devient dangereux le jour où c'est la mission principale de l'entreprise. Si les doers sont empêchés de travailler, ils vont quitter l'entreprise. Et s'ils quittent le bateau, vous allez vous retrouver avec une jolie bureaucratie
qui va se mettre à produire elle-même sa propre norme, sa propre compliance et à s'isoler du cas réel du client. Et vous avez une entreprise qui va s'effondrer sous son poids bureaucratique. Donc faites attention, quand vos doers, qui ne sont pas forcément faciles, quittent le bateau, c'est un signal qu'on les empêche de travailler. Et donc, nous pensons que c'est à l'entrepreneur de donner l'exemple. Cette exemplarité, elle doit prendre la forme d'être un modèle d'action. Combien de fois par semaine allez-vous voir vos clients? Combien de fois vous les faites rentrer dans votre entreprise pour les écouter en travaillant avec eux à la résolution ou à l'amélioration de vos produits et services? Est-ce que vous-même, vous, vous êtes l'exemple de cette attention aux clients de façon à ce que vos collaborateurs comprennent que c'est incroyablement important et que compter et mesurer ce qu'on fait, c'est utile, mais que c'est secondaire à remplir la mission qu'on a vis-à-vis de nos parties prenantes et notamment vis-à-vis de nos clients. Merci Patrick. Alors on va pouvoir maintenant se battre contre la bureaucratie grâce à ta chronique. Et je pense que c'est important qu'on reprenne des organisations agiles et, et conscientes de leur mission. Et tu sais ce qui m'a le plus surpris, c'est que c'est c'est un mouvement naturel. C'est-à-dire que dès que l'entreprise va grandir, elle va se structurer, c'est pas forcément une mauvaise chose. Elle va essayer d'unifier un petit peu sa façon d'agir et elle va inévitablement faire grandir le nombre de gens qui s'intéressent au processus plutôt que le nombre de gens qui font. Et donc, on est bien conscient qu'une entreprise qui serait composée que de doers, c'est une phase de démarrage. On trouve ça dans les startups, avec ce fameux adage californien, break rules et make amends later. Parce qu'on dit, ben oui, en fait, si on fait avec les règles, on ne peut pas faire, on est dans une culture extrême, de l'action. Quand on est dans une forme de pérennité, on doit avoir une sorte d'équilibre, tu vois, sain entre savoir ce qu'on fait, le mesurer pour l'améliorer, répondre aux obligations réglementaires qu'on peut avoir de toutes parts. Mais le moment où ça devient le pourcentage est plus important, à ce moment-là, l'entreprise est foutue. C'est là qu'il faut véritablement agir, transformer, remettre au cœur de la culture la réponse au client et la résolution du problème, l'exécution de la mission finalement avec un grand M de l'entreprise. Mais tu vois, je pense que c'est ce point-là qui est le point essentiel. C'est plus on grandit et moins l'entrepreneur pense au fait qu'il est sa mission principale est de justement révéler la mission à tous. Et, euh, et de, alors ça nous ramène à notre fameuse chronique sur le chaman, mais ça nous ramène à cette idée que s'il n'y a pas un entrepreneur ou les restes d'un entrepreneur, les mannes d'un entrepreneur, pour dire à chacun voilà à quoi on sert et donc voilà ce qui est la direction de marche, tout le monde est persuadé de contribuer à la marche de l'entreprise parce qu'il n'a pas il n'a plus cet instrument de mesure, ce moyen de savoir. Donc il ne peut pas, il ne peut que considérer, que considérer qu'il a raison s'il n'a pas le même thermomètre, le même anémomètre, le même moyen de savoir quel est qu'est-ce qui dirige l'entreprise ou qu'est-ce qui est au cœur de l'entreprise. Et c'est effectivement la chose que l'entrepreneur rate le plus souvent parce que pour lui, c'est très clair, quoique ça peut s'effacer avec le temps, et que pour ses collaborateurs, les plus proches, c'est à peu près clair,
et c'est donc une sorte d'évidence. Et depuis quand est-ce qu'on se prend du temps à euh, diffuser les évidences? Donc c'est fondamental. Ce que tu nous expliques, c'est que si on ne fait pas l'effort pour continuer à communiquer sur cette évidence de ce qu'est l'objet et le but profond de notre organisation, ça va pas se diffuser tout seul et ça va être transformé par de la bureaucratie. Si on n'a pas donné du sens, on s'aperçoit que les gens donnent leur sens à eux, et le sens à eux, c'est le respect de la règle, le respect de la procédure, etc. On est d'accord que c'est une lutte perpétuelle. Je rebondis sur la réflexion de Frédéric, que je remercie, et qui, dans son message, parle d'un ouvrage de Michel Crozier qui s'appelle Le phénomène bureaucratique, et, qui, et qui dit bien que finalement, il y a il y a un processus d'inflation bureaucratique qui est à l'œuvre permanent, parce qu'il y a une forme de demande. Et ouais, ça c'est incroyable. Il y a une vraie forme de demande. Et en même temps, on aimerait en savoir plus. Patrice, tu voulais intervenir. Je trouvais intéressant que les deux chroniques tombent aujourd'hui l'une à côté de l'autre. Euh, Là, c'est la magie de la programmation. oui, Dieu que les surprises, c'est fabuleux. Euh, Et si les affaires vous dépassent, feignez d'en être l'organisateur. Exactement, c'est surtout le sujet. C'est intéressant quand même aussi de penser ligne de moindre résistance. C'est ce que disait la théorie de la cacahuète. Parfois, c'est plus simple de s'attaquer à des petits sujets, de monter des coalitions. Parfois, c'est plus simple de retirer des forces de résistance, des forces d'énergie, euh, plutôt que de mettre une nouvelle réglementation, une nouvelle bureaucratisation. On a là malheureusement un biais, c'est qu'on aime la stabilité. On en a autant besoin qu'on a besoin de nouveautés. Et du coup, on n'a pas de problème à mettre plus de stabilité, plus de règles. Or, l'effet sur les organisations est souvent incroyablement fort. Accepter justement de regarder la bureaucratie qui n'est plus utile, parce qu'elle a probablement été utile un jour, savoir regarder celle comment on peut retirer des forces de résistance pour avoir plus de propulsion, c'est un vrai sujet. Pour moi, c'est cette idée de ligne de moindre résistance. Donc, merci de nous avoir tous les deux parlé de la même chose sur les sujets de transfo des orgas ou de faire bouger une organisation quand on est entrepreneur. Il y a vraiment une ressource.